tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle séance relative aux droits des sociétés. La dernière fois, nous avons eu l'occasion d'avoir fait une introduction sur la société de manière générale et nous avons eu l'occasion de mettre en exergue le débat doctrinal sur la nature juridique de la société, deux courants de pensée entre l'approche contractuelle et l'approche institutionnelle de la société. Nous avons eu l'occasion de développer ces deux courants de pensée, puis un troisième courant de pensée qui insiste sur le fait que la société est de nature mixte et nous le partageons. Nous avons aussi évoqué dans les dernières séances sur la formation du contrat de société. Comme tout contrat, nous avons eu l'occasion de dire que le contrat de société doit respecter à la fois les conditions générales de formation du contrat prévues par l'article 2 du décret d'obligation et contrat et aussi des conditions qui sont spécifiques relatives au contrat de société lui-même, à savoir les associés et les apports. Nous avons ici l'occasion d'évoquer le manquement au respect des conditions de formation qui est en droit sanctionné par la nullité, qui est la sanction de l'inobservation des conditions de formation du contrat. Et nous avons dit que la nullité, contrairement au droit commun, en droit de société, elle est rarement prononcée puisqu'elle a des conséquences juridiques très importantes. Après avoir vu tout cela, aujourd'hui, cette séance est relative sur les règles communes de fonctionnement et de dissolution des sociétés. À compter de l'immatriculation au registre du commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale, lui conférant ainsi la personnalité juridique. À partir de là, elle a l'aptitude de participer à la vie juridique et en tant que sujet de droit, doté d'une capacité propre, dominée par les principes de spécialité légale et statutaire. Cependant, en tant qu'être collectif, la société commerciale doit organiser la vie de deux acteurs principaux. D'une part, les associés qui lui ont apporté les capitaux et d'autre part, les dirigeants qui la dirigent et qui la représentent. D'abord, s'agissant des règles communes de fonctionnement, il faut savoir qu'au Maroc, les différentes formes de sociétés commerciales fonctionnent selon des modes spécifiques, mais il existe des dispositions communes à la majorité d'entre elles, notamment en ce qui concerne le statut des dirigeants. Quelle que soit sa forme, toute société commerciale est organisée autour de deux pôles. D'une part, les organes de gestion et d'autre part, l'Assemblée générale des associés. Voyons maintenant qu'en est-il des organes de gestion de la société. De manière générale, les sociétés commerciales sont dirigées par des organes de gestion spécifiques, variant, suivant la forme sociale. Tantôt, on parle de gérants pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et, naturellement, la société à responsabilité limitée. Tantôt, on parlera
de conseil d'administration avec un président directeur général ou directeur général pour les sociétés anonymes de type moniste, classique, et de directoire pour les sociétés anonymes de type dualiste. Classiquement, les rapports entre les dirigeants et les associés sont calqués sur le schéma de la représentation civile. Par exemple, le gérant agit au nom et pour le compte de la collectivité des associés. Le gérant serait le mandataire des associés. Il détient des pouvoirs de gestion par la loi, mais il faut savoir que les statuts peuvent les aménager, notamment en prévoyant des limitations statutaires de ses pouvoirs. Le gérant est un organe de la société investi des pouvoirs propres, pouvoirs de gestion et pouvoirs de représentation. En droit des sociétés, le représentant légal est une personne ayant légalement le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers. Il agit au nom et pour le compte de la collectivité des associés. Il est lié à la société par un contrat de mandat, mais détient également des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés par la loi, bien que les statuts puissent les aménager. Les pouvoirs des organes de gestion se présentent à peu près dans les mêmes conditions pour toutes les sociétés. Dans leur pouvoir, deux rapports à distinguer, les uns vis-à-vis de avec les tiers, les uns vis-à-vis avec les tiers, et les autres avec les associés. D'abord, dans les rapports avec les tiers, il faut savoir que les représentants légaux ont le pouvoir d'engager la société dans la limite de l'objet social. Ainsi, au terme de l'article 69 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la SA, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes circonstances, toute décision à la réalisation de son objet au nom de la société. De même, au terme de l'article 63 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la SARL, le gérant est, dans les rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Tous les actes des dirigeants sociaux de ces sociétés qui dépasseraient les limites de l'objet social engagent malgré tout la société auprès des tiers de bonne foi. En droit des sociétés, cette situation est prévue pour la société à responsabilité limitée, la SARL, à l'article 63, alinéa 3 de la loi 5-96 et à l'article 69, alinéa 2 de la loi 17-95 pour les sociétés anonymes, l'ASA. Par ailleurs, et concernant toutes les sociétés commerciales,
il est possible que les statuts limitent les pouvoirs des dirigeants en prévoyant par exemple que certains actes de gestion jugés importants seront assujettis à l'autorisation préalable de la collectivité des associés. À cet égard, d'une part, l'article 63, alinéa 3 de la loi 17-95 et d'autre part, à l'article 69, alinéa 4 de la loi 5-96, précise expressément que ces clauses limitatives sont inopposables aux tiers. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue juridique? Cela signifie que la société se trouvera engagée vis-à-vis d'eux, même en cas de violation des limitations statutaires de ses pouvoirs par le dirigeant. Que faut-il en conclure? Il faut en conclure que ce principe évite aux tiers qui contractent avec la société par l'intermédiaire de son dirigeant la contrainte de devoir consulter les statuts de façon à s'informer de l'étendue de ses pouvoirs. Enfin, on peut souligner que dans les rapports avec les associés, les représentants légaux sont tenus de respecter les clauses statutaires. Vient une question très intéressante de savoir s'il est possible, en droit de société donc, de savoir s'il est possible de cumuler entre un mandat social et un contrat de travail. En droit marocain des sociétés, le cumul des fonctions de dirigeant social avec un contrat de travail est possible dans une société, sauf dans certains cas prévus par la loi. Cependant, il faut noter que cette possibilité est soumise à 3 conditions. D'abord, le contrat de travail doit impérativement correspondre à un emploi effectif. Ensuite, le contrat de travail exige l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte. Et enfin, la troisième condition, il faut, comme ce qui caractérise le contrat de travail, il faut, en droit des sociétés, l'existence d'un lien de subordination, un lien hiérarchique. De manière générale, il appartient aux dirigeants d'établir à la fin de chaque exercice un certain nombre de documents comptables, notamment le bilan, l'inventaire ou encore le compte de résultats. À ces documents comptables s'ajoute également un rapport de gestion. L'ensemble ou tous ces documents doivent être mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, au cours de laquelle
ces derniers devront se prononcer sur les comptes sociaux. Par exemple, pour la société à responsabilité limitée, la SARL, ce délai, prévu par l'article 71, alinéa 2 de la loi 5-96 et selon l'article 70, alinéa 1er de la loi 5-96, l'Assemblée générale ordinaire doit se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Qu'en est-il maintenant de l'Assemblée générale des associés? Il faut noter que dans toute organisation d'une société, l'Assemblée générale permet à la collectivité des associés d'exercer leur pouvoir général de contrôle sur la gestion de la société. L'exercice de ce pouvoir de contrôle de la gestion par les associés est d'une part la manifestation du droit qu'ils ont acquis dans la société en lui permettant de bénéficier de leurs apports, et je rappelle que les apports est une condition de formation spécifique du contrat de société, la nécessité, prévue par l'article 982 du Derrière des obligations et contrats, la mise en commun. Et d'autre part, ici, c'est aussi l'illustration de l'affectio societatis qui les unit. Nous avons eu l'occasion, dans les séances précédentes, d'avoir expliqué l'affectio societatis, qui est une quatrième condition, ou le quatrième élément de condition de formation de contrat. L'affectio societatis est un critère jurisprudentiel. C'est la volonté de s'associer et de collaborer. Ce pouvoir de contrôle de l'Assemblée générale se manifeste également, pour l'essentiel, par un droit de nomination et de révocation des dirigeants. Il se manifeste aussi par un droit d'approbation des comptes sociaux et d'affectation des résultats. Enfin, on peut noter que ce pouvoir se manifeste par le droit d'information des associés et des actionnaires. Nous avons vu les règles de fonctionnement, voyons maintenant les règles de dissolution. Toutes les sociétés ont en commun certaines causes de dissolution. La dissolution, en droit des sociétés, marque le terme de l'existence sociale. Aussi, les liens qui unissaient les associés se dénouent et la personnalité morale s'éteint. Par rapport aux personnes physiques, c'est la mort. Dans ce cas, le patrimoine social n'a alors plus de titulaire, il faut donc le liquider. Quelles sont les causes de dissolution en droit des sociétés? Principalement ou traditionnellement, il existe 3 catégories de causes selon que la dissolution s'opère de plein droit ou sur décision des associés ou enfin
en exécution d'une décision de justice. Voyons maintenant la première cause de dissolution, la dissolution de plein droit. Cette dissolution de plein droit est prévue par l'article 1051, alinéa 1, 2, 3, 4 et 5 du Daïr des obligations et contrats. L'alinéa 1er prévoit que la dissolution est de plein droit par l'expiration du terme fixé pour sa durée ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire sous laquelle elle a été contractée. L'alinéa 2 de l'article 1051 du Daïr des obligations prévoit que la dissolution de plein droit peut résulter par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée ou par l'impossibilité de le réaliser. L'alinéa 3 de l'article 1051 du Daïr des obligations et contrats prévoit que la dissolution de plein droit peut résulter par l'extinction de la chose commune ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile. L'alinéa 4 de l'article 1051 du Daïr des obligations et contrats prévoit, quant à lui, que la dissolution de plein droit peut résulter par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants ou qu'elle continuerait entre les survivants. Enfin, l'alinéa 5 de l'article 1051 du Daïr des obligations et contrats prévoit que la dissolution de plein droit peut résulter par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés. Notons également qu'exceptionnellement, l'annulation de la société qui, en droit de société, n'est pas rétroactif, provoque la dissolution de la société. Enfin, il est important de noter que les statuts peuvent également prévoir la dissolution pour toute autre cause prévue par les statuts eux-mêmes. Nous avons vu le premier cas de dissolution qui est la dissolution de plein droit. Qu'en est-il maintenant de la dissolution volontaire ? La dissolution volontaire anticipée est prévue par l'article 1051, alinéa 6 du Daïr des obligations et contrats. La dissolution décidée par les associés peut intervenir à tout moment, suivant les modalités imposées par la loi ou prévues dans les statuts.